Bonjour, je m'appelle Élodie Rabé et vous écoutez Hors Texte, le podcast d'actualité de La Voix du Nord. En France, ils sont près de 35 000 au cœur de la République. Ce sont les maires, ces élus en première ligne auprès des populations, mais aussi face aux colères, aux attentes et parfois aux violences. Selon l'Association des maires de France, des milliers de maires ont été menacés ou agressés ces dernières années. À cela, il faut ajouter une charge administrative toujours plus lourde, des finances sous tension et un pouvoir contraint. Bref, depuis le début du dernier mandat municipal en 2020, de plus en plus d'élus locaux parlent d'épuisement et certains vont même jusqu'à jeter l'éponge en cours de mandat. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, ce malaise prend une dimension très concrète, démissions, tensions politiques locales, pression et même parfois actes de vandalisme ou intimidation personnelle. Environ une centaine de maires ont quitté leurs fonctions dans notre région depuis 2020, un chiffre supérieur à la moyenne nationale. Alors, que se passe-t-il vraiment dans les mairies ? Pourquoi le mandat de maire est-il devenu si lourd à porter ? Est-ce la fonction qui a changé ou la société autour ? Pourquoi certaines communes, notamment dans les Hauts-de-France, semblent-elles plus touchées que d'autres, et surtout que dit ce malaise de l'état de notre démocratie locale à l'approche des prochaines municipales en mars prochain. On en parle avec Raphaëlle Romande, journaliste au service vidéo et autrice de plusieurs séries autour des municipales, Sébastien Leroy et Laurent Decotte, tous les deux journalistes au service régional de la rédaction et spécialistes politiques. Bonjour à tous les trois. Bonjour Élodie. Bonjour. Les gens ils pensent que on est maire, on peut tout solutionner, tout régler. C'est particulier la fonction de maire, il y a énormément d'affect. Une journée type pour moi elle commence à 8h le matin et elle termine, je rentre plutôt vers 21h chez moi, parfois plus, c'est très prenant. Pour commencer, depuis le début du mandat municipal, en 2020 donc, de nombreux indicateurs montrent que le malaise des maires s'est accentué. Il y a une hausse des démissions. On a aussi une multiplication des témoignages d'épuisement, une montée des violences verbales ou physiques envers les maires. Alors Sébastien, je me tourne vers toi peut-être pour commencer. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce malaise n'est plus vraiment anecdotique, mais clairement structurel? On voit que les démissions progressent régulièrement depuis plusieurs années, mais à partir de quand on a vraiment commencé à le mesurer ? Moi, ça fait 18 ans que je suis journaliste dans la région et que je m'occupe des questions municipales notamment. Et en fait, je l'ai senti quasiment dès le début. En fait, ça fait une vingtaine d'années, globalement, que je sens monter finalement ce malaise des maires, alors qui s'explique de plusieurs manières, à la fois par des phénomènes de conjoncture, dans la relation que les maires ont à l'État aussi. Moi, quand j'ai commencé, en fait, dans les années 2010, les élus locaux parlaient déjà du désengagement de l'État. Alors à l'époque, c'était plutôt autour des questions de police nationale, par exemple, ou quand l'État fermait des services publics, des tribunaux, des trésoreries un peu partout sur le territoire. Et les maires avaient vécu ça très très violemment. Ensuite, il y a eu des questions financières. Enfin, il faut se rappeler que les premières coupes budgétaires qu'ont subi les collectivités et donc singulièrement les communes, c'était sous François Hollande. Il y a eu un gel des dotations, on se rappelle, à ce moment-là, en 2012-2014, un gel des dotations. Donc là aussi, une petite couche supplémentaire finalement sur le malaise des maires. Là-dessus, des réformes institutionnelles qui ont modifié le paysage, la montée en gamme et en grade des intercommunalités qui font que les maires se sentent dépris de leur pouvoir. Et puis, une forme de complexité finalement administrative qui s'accroît. Donc tout ça, en fait, se cumule dans le temps depuis une vingtaine d'années, qui fait qu'au bout du compte, entre 2020 et 2026, avec là aussi des facteurs conjoncturels, la gestion de la fin de la crise des Gilets jaunes, le Covid, évidemment, en 2020, qui a bousculé les maires qui ont été en première ligne face à la maladie, la crise énergétique, les factures qui ont doublé, triplé dans des communes à ce moment-là. Donc tout ça fait qu'au cumul, beaucoup de maires, et pas uniquement des nouveaux maires, même parfois des anciens, des gens qui étaient là depuis 15-20 ans, aujourd'hui se sentent davantage fatigués, évoquent des formes d'épuisement personnel ou institutionnel. Et donc c'est quelque chose qui monte de manière structurelle, je pense, depuis une vingtaine d'années. Des études évoquent qu'environ un tiers des maires aujourd'hui présentent des signes de burn-out. L'Association des maires de France recense chaque année des milliers de faits d'incivilité aussi et de menaces qui visent les élus. Ça vient s'ajouter justement à ce quotidien-là aussi de difficultés administratives. En fait, les maires, ils sont en première ligne. Moi, les maires que je rencontre depuis des années maintenant, depuis 20 ans, ils me le disent toujours, on est la porte d'entrée de la République. Et donc, à la porte d'entrée de la République, arrivent les choses heureuses, les mariages, les naissances, la déclaration d'état civil, mais aussi les problèmes.
en fait. Une commune, c'est rien moins qu'une petite société avec les divisions qui existent au niveau national. Elles se reflètent aussi parfois au niveau communal avec des conflits, une société qui se tend. Beaucoup de maires nous disent les conflits de voisinage, c'est devenu extrêmement prégnant. Et le maire, il est très exposé à ça. Hein. Et il est sommé d'avoir une réponse immédiate, finalement. Raphaël, toi, en tant qu'ancienne localière, tu étais régulièrement au contact des élus locaux. Et puis, plus récemment, tu as réalisé une série vidéo pour laquelle tu as rencontré 2 maires, Aurélie Vélonec, maire d'un village de l'Avesnois, près de Maubeuge, et Bernard Gérard, à la tête de la ville de Marcq-en-Barœul. Alors, est-ce que tu as ressenti cette fatigue à leur contact ? Une grande fatigue, oui, parce qu'il faut déjà voir que c'est une fonction très, très chronophage. Donc, si on prend par exemple le maire de Marcq-en-Barœul, c'est 40 000 habitants près de Lille, et Bernard Gérard, le maire, me disait que c'était comme gérer une petite entreprise, c'est 850 personnes, et c'est être disponible 24 heures sur 24, parce qu'il faut bien se rendre compte que dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans la commune, le maire est la personne pivot de la commune. Il délègue assez peu, enfin en tout cas ça dépend des communes, mais là pour Marcq-en-Barœul il délègue peu. Et alors dans les petites communes, la maire de Bousigny-sur-Roc, Aurélie Vélonec, elle a une double vie, puisqu'elle a 40 ans, donc elle est encore en activité professionnelle. Mais la mairie, c'est également du non-stop. Les deux m'ont dit c'est sans répit. Et il y a une déconnexion, c'est aussi à l'image de notre société, qui est aujourd'hui impossible pour les maires. Et c'est ça qui explique une très grande fatigue de la fonction. Je lisais aussi que 83% des maires estiment que c'est une fonction usante pour leur santé. Et c'est vrai, moi j'ai notamment un souvenir d'un maire que j'avais appelé là, il n'y a pas si longtemps, qui me racontait qu'il était lui par ailleurs, il travaillait à l'usine. Il s'était levé 2 heures avant, alors qu'il commençait à 5 heures, pour remettre en place la salle des fêtes, qui était en fait une crèche la semaine. Donc il avait lui-même enlevé tout ce qui était matériel de la crèche pour préparer la salle, qui devait donc le samedi servir pour un mariage. Il faut quand même se rendre compte, et tout ça pour quand même rien. Même si le statut d'élu a été un peu réformé, et notamment leurs indemnités ont été revalorisées, mais ça reste très très peu. Donc ils ne le font pas pour l'argent en plus. C'est vraiment un don de soi. Les exemples de maires qu'on a pu rencontrer qui passent leur samedi ou leur dimanche à retaper la salle municipale, à peindre eux-mêmes, à tondre les espaces verts de la commune, c'est des gens très engagés qui vont parfois bien au-delà de ce que est normalement l'engagement. Et Laurent le disait, l'indemnité d'un maire d'une commune de moins de 1000 habitants, c'est autour de 500-600 euros. Donc c'est rien du tout, c'est bénévole pour aller 30 à 35 heures d'engagement en plus de parfois un engagement professionnel. En fait, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a plus de 36% des maires qui sont retraités parce qu'il faut effectivement avoir beaucoup de temps. Alors, la maire de Bousigny-sur-Roc, c'est assez rare. Des quadras qui sont maires, elle s'est dégagée une journée, le vendredi où elle est en mairie, mais elle explique bien, sinon par ailleurs, elle travaille chez un bailleur social, qu'elle est en lien constant avec la commune. Par exemple, c'est elle qui gère la page Facebook de la commune. Ça fait aussi partie de ces tâches qui se sont ajoutées au fil des années. Être maire d'une commune, c'est pas que être sur place sur le terrain, c'est travailler avec tous les partenaires, c'est de se faire connaître. J'arrive jamais en fait à déconnecter entièrement. Je pense que du coup, c'est plutôt ma famille qui est obligée de s'adapter avec moi. Ma petite fille qui est souvent avec moi parce que la vie de maman-mère, c'est de partager sa maman avec tous les habitants du village. Au-delà de tout ce travail de l'ombre dont vous parlez, au final, il y a aussi une charge administrative écrasante pour certains maires. Ils parlent des normes toujours plus nombreuses à respecter, une responsabilité pénale aussi personnelle qui peut engager leur nom et leurs biens. Ils évoquent un abandon de l'État pour certains. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure, Sébastien, mais est-ce qu'on a transféré sur les maires des responsabilités que l'État ou d'autres niveaux de pouvoir n'assument plus aujourd'hui ? Les communes, historiquement, ont toujours eu une compétence générale. Elles peuvent tout faire sur leur territoire. Alors, avec les moyens qui sont les leurs, mais elles ont beaucoup de compétences. Les écoles, la sécurité publique, l'état civil, l'entretien des cimetières, la propreté, enfin voilà. Donc il y a déjà beaucoup de travail. Mais en fait, les communes, comme je le disais tout à l'heure, sont aussi le réceptacle parfois de l'incurie ou en tout cas du désengagement de l'État. Ça a été très vrai sur les questions de sécurité à un moment donné. Et c'est pour ça qu'on a vu aussi en parallèle monter les polices municipales depuis 15 ans dans la région, mais dans tout le pays. Donc oui, il y a eu sur certains points des transferts de compétences qui ont parfois été mal vécus par des élus locaux. C'est pas tant, de mon point de vue, un problème de désengagement de l'État qu'un problème de sentiment de dépossession
notamment vis-à-vis des intercommunalités, de l'échelon au-dessus des communes, donc un échelon qui n'est pas élu au suffrage universel direct, dans lequel siègent les maires, quand même, la plupart du temps, faut le rappeler, mais parfois, si vous n'êtes pas du bon côté finalement, si vous n'êtes pas dans le camp du président de l'intercommunalité, votre commune, il ne va pas forcément se passer grand-chose dans votre commune. Et donc les maires ne le vivent pas très bien, ça. Et puis le sentiment de complexité administrative, parce qu'aujourd'hui, en fait, les financements des communes, ils reposent beaucoup sur des financements croisés entre le département, un peu la région, pour certains projets, un peu des financements d'État, mais spécifiques qu'il faut aller chercher, qui dépassent les dotations habituelles. Enfin voilà, parfois l'Europe même, c'est pas toujours très simple. Dans une commune de 0 à 3500 habitants, vous n'êtes pas équipé pour ça, vous n'avez pas un service qui s'occupe de ça. Dans les plus grandes communes, il y a des services qui s'occupent de ça, donc c'est moins difficile. Mais dans une commune, on va dire petite à moyenne, jusqu'à 5000, 6000 habitants, ça peut être compliqué. Donc c'est le maire qui est obligé de mettre les mains dans le cambouis, et ça fait parfois des nœuds au cerveau. Ouais. Pour rebondir sur ce que dit Sébastien, ce sentiment d'impuissance des maires, finalement c'est aussi le revers de la médaille d'une fonction qui est vraiment centrale. Le maire, c'est l'élu de proximité, l'élu préféré des Français, mais du coup, il y a aussi cette attente énorme sur les maires. La maire de Bousigny-sur-Roc, elle me disait, les habitants pensent qu'un maire peut tout régler. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les élus locaux le disent souvent, eux, ils sont à portée d'engueulade. On est en colère contre le gouvernement, mais on peut clairement pas aller les voir pour leur dire « je suis pas d'accord ». Par contre, le maire, lui, on va le croiser au marché. C'est ça ce qui se passe pour les élus locaux aujourd'hui ? Quel que soit le problème qui vous arrive dans votre vie, je pense que surtout dans les petites communes, la réaction, c'est d'aller à la mairie. D'ailleurs, quand j'étais en reportage à Bousigny-sur-Roc, je suis arrivée, la maire est sortie de sa voiture. Et il y a une voiture qui passait à ce moment-là sur la place du village qui s'arrêtait, qui a interpellé la maire parce qu'un tracteur avait arraché la fibre, il n'y avait plus d'internet. Et cet habitant, il s'est dit quoi ? J'ai plus d'internet. Son réflexe, c'est pas d'appeler Free Orange, c'est d'aller voir la maire. Voilà, ça c'est très très vrai, surtout dans les petites communes où c'est le guichet de proximité. On a l'impression aussi que le maire, il est très seul face aux tensions et aux attentes des habitants, même au sein de son conseil municipal. On ne va pas voir les adjoints, en tout cas, on a l'impression qu'on va moins les voir. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ressentent aussi là-dessus ? Moi, c'est quelque chose que je trouve frappant, mais je pense que c'est aussi une attente des administrés, qu'il y ait cette figure du maire. Je peux citer un exemple. Le maire de Lambersart, Nicolas Bouche, a choisi de continuer à travailler. Et c'est quelque chose qui est assez critiqué dans sa commune, qui ne se dédie pas entièrement à sa vie de maire. Lui, il se défend en disant qu'au contraire, il délègue beaucoup à ses adjoints, mais c'est quelque chose qui est mal perçu par la population. Donc je pense que oui, c'est une attente qui est cette figure centrale. C'est très français, on aime bien avoir un chef, une figure. Alors, même si malgré tout, on la conteste de plus en plus, cette figure. Ça fait partie du malaise des maires, mais c'est qu'avant, on respectait ce maire, et je pense qu'effectivement, ça l'est un peu moins. C'est un peu moins vrai, surtout dans les grandes villes, je crois. Ce qui est amusant pour un maire, me racontait-on, c'est de changer la vie des gens. Sauf qu'en fait, ils ont de moins en moins de moyens, on l'a dit, il n'y a plus de taxe d'habitation, par exemple, donc la levée de l'impôt est plus compliquée. Ils sont quand même très tributaires pour faire mener des projets du département, de la région et de l'État, c'est des cofinancements. Sauf que, on le sait, les collectivités territoriales ont des problèmes de financement aujourd'hui. Et donc, c'est plus compliqué pour ces maires de mener des projets. Donc ça peut aussi participer du malaise. Ils payent un peu les pots cassés des problématiques financières de l'État aussi, qui redescendent jusqu'à eux ? Oui, bien entendu. Là, justement, on le sait, là, c'est la pleine actualité. J'ai croisé la semaine dernière André Léniel, qui est un des vice-présidents de l'Association des maires de France, qui lui avait mesuré, en tout cas une coupe, là on va falloir voir ce qu'il en est, parce qu'il y a eu beaucoup de choses entre-temps, mais on était à 7 milliards d'euros en moins. Donc lui se disait, mais si c'est le cas, ça va être extrêmement compliqué pour les collectivités locales. En fait, le déficit public aujourd'hui en France, il est très important. Tout le monde en a maintenant bien conscience, je pense, avec la durée des débats budgétaires auxquels on vient d'assister. Mais le déficit public, c'est pas les collectivités. Les collectivités, elles doivent présenter un budget en équilibre. C'est une obligation légale, constitutionnelle même. Donc les collectivités, elles peuvent pas faire comme l'État, dire je vais voter un budget en déficit et puis le reste je le financerai par l'emprunt. C'est pas comme ça que ça marche dans une collectivité. L'emprunt, il doit servir à faire des investissements.
Mais néanmoins, au final, les collectivités, elles sont quand même appelées très régulièrement à mettre au pot. Et donc, finalement, elles payent la facture, eux le diraient comme ça, sans doute à l'Association des maires de France, de laisser-aller financier et budgétaire du pays, en fait. Et donc, oui, au final, c'est une médiathèque que vous aviez prévue en 2024. Et on va peut-être pas pouvoir la faire en 2024, on va la faire en 2027, avec des conséquences que parfois, ça peut avoir sur le plan politique local, quoi. Dans le département du Nord, environ 60 maires ont démissionné depuis 2020, soit près de 9% des édiles du département, un taux supérieur à la moyenne nationale. Si on ajoute le Pas-de-Calais, on est à une centaine d'élus démissionnaires. Les causes invoquées sont souvent les mêmes, fatigue, conflits internes, surcharge de travail. Pourquoi sommes-nous, dans les Hauts-de-France, plus particulièrement touchés? Est-ce que c'est lié au profil des communes, à leur taille ou à leur contexte social? Sur l'augmentation du nombre de démissions, je serais plutôt aligné avec les études qui ont été faites par le Cevipof, en disant que c'est plutôt là, pour le coup, des facteurs un peu conjoncturels. Je précise juste, le Cevipof, c'est le centre de recherche politique de Sciences Po. Il faut bien voir que beaucoup de maires qui ont été élus en 2020 ont été élus pour la première fois dans un contexte complètement hors norme. En 2020, on est sous Covid, parce que là, vous étiez vraiment en première ligne. Il y a aussi le fait pour les nouveaux élus de ne pas avoir pu lancer tout de suite finalement une dynamique d'équipe. Et ça pendant quasiment 1 an et demi en fait. Ce qui explique que parfois il y a pu y avoir de la conflictualité. On l'a vu pas mal pendant ce mandat, de la conflictualité au sein des équipes municipales montées. Il y a ça, et puis après il y a eu tous les problèmes conjoncturels qu'on a connus, la hausse des factures, enfin voilà, c'était quelque chose d'énorme en 2022 au moment de la crise ukrainienne, avec les factures de gaz et d'électricité qui ont augmenté très fortement, donc il a fallu chercher des sous aussi un peu partout, des économies, couper le chauffage des écoles, enfin voilà, donc ça vous met dans des positions très difficiles, et ça explique sans doute, à mon avis, ces facteurs conjoncturel, là, pour le coup, explique sans doute la petite augmentation du nombre de démissions de maires par rapport au précédent mandat. Des nouveaux élus qui n'ont pas supporté la pression, en fait. Oui, ça peut exister. Il y a des cas dans la région qu'on a documenté à l'occasion de notre bilan des maires, qu'on peut lire sur le site de La Voix du Nord, de maires qui nous disent « je pensais pouvoir le faire ». Mais au final, ça a été une épreuve, quoi. Et c'est vrai que c'est une épreuve, et que là, les 6 dernières années, elles ont été costauds, quoi, pour les maires. Donc, si vous n'êtes pas bien accompagné, si la transition s'est pas bien faite non plus parfois avec l'ancienne équipe, faut être un peu préparé quand même pour être maire. Ça nécessite quand même quelques qualités et de la préparation. Et les maires le disent. Leur moteur dans toutes ces adversités, c'est vraiment la relation avec les gens, c'est l'affect. Et donc, tant qu'il y a de la reconnaissance dans tout ce mandat très difficile, ça tient, c'est très usant, mais voilà, ça tient sur de la motivation humaine. Mais alors, dès qu'on est dans des communes où des listes d'opposition commencent à se monter, où les réseaux sociaux s'en emparent, là, ça devient très, très dur humainement. Oui, et alors encore plus quand il y a de la violence de la part justement de ces administrés. Dans le Pas-de-Calais, je pense par exemple à l'incendie de la voiture de la maire d'Oudin, par exemple, qui a marqué vraiment les esprits. Est-ce qu'on observe aussi une banalisation de cette violence envers les élus locaux et qui donc les entraîne à jeter l'éponge en disant moi je suis pas là, je suis pas venu ici pour me faire violenter, en tout cas insulter, menacer? Ce qui est vrai, c'est que cette violence, elle semble s'être accentuée pendant ce mandat. Ouais. De violence verbale, ça c'est évident. La violence sur les réseaux sociaux, beaucoup de maires nous en parlent. Ils le vivent pas du tout bien, cette violence qui peut se déverser juste parfois sur la page Facebook de la commune, quoi. Ça, c'est vraiment vécu très douloureusement. Qui est le reflet finalement, d'un phénomène sociétal plus global, en fait, d'une montée, d'une violence quotidienne quasiment, qui s'est libérée, je dirais, peut-être depuis 2018 et la crise des Gilets jaunes, où il y a une espèce de digue qui a sauté, où on peut s'attaquer au symbole de la République. Et ça, les maires, ils sont de plus en plus confrontés. Alors, la réponse, c'est que systématiquement, en tout cas les associations des maires, demandent aux maires de porter plainte, systématiquement, et ils accordent une assistance juridique quand il y a un débordement. Il faut porter plainte systématiquement pour pas laisser passer, et la loi a même changé pour aggraver les peines pour toute violence qui serait commise contre un détenteur de l'autorité publique. Et tout simplement, le maire est là, l'une des principales revendications après le mouvement des Gilets jaunes, et dans les cahiers de doléances qui ont été mis en place, c'est la fin de la dématérialisation des services publics, dans un monde où on n'a plus de conseillers France Travail attitrés, dans un monde où toutes les démarches des services publics sont dématérialisées. Au moins on a une personne qui humainement
peut essayer de répondre. Et le maire, il est vraiment au front face à cette douleur sociale. Justement, dans ce contexte, à l'approche des prochaines municipales en mars prochain, est-ce que beaucoup de maires ont hésité à se représenter, non par désintérêt politique, mais par épuisement personnel ? En gros, est-ce qu'on risque une crise des vocations municipales ? Alors c'est compliqué aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore toutes les candidatures, elles ne sont pas déposées, mais j'ai eu Bernard Gérard au téléphone, maire de Marcq-en-Barœul et surtout président de l'association des maires du Nord. Il me disait il y a un an, je vous aurais dit c'est catastrophique, là je me rends compte que tout le monde se représente. Donc, rien ne va pas si mal quand même, en tout cas d'après ce qu'il nous dit, parce que je crois quand même que ce mandat, il est absolument passionnant. Néanmoins, il reste quelque chose où on peut changer la vie des gens. Et ça, c'est pas rien. On change la vie des gens, on se fait appeler monsieur le maire, on est invité partout. Vous pouvez effectivement créer des projets un peu plus... Même si c'est de plus en plus compliqué, on l'a dit, on peut encore faire ça. Et ça, c'est pas rien. Et ça, je crois, ça motive des personnes à se remobiliser et à se dire, faut pas que je lâche. Heureusement, le paysage n'est pas si noir, pas si sombre. Une petite stat, en 2020, c'était 70% des maires sortants qui s'étaient représentés. Là, il y aura, je pense qu'on sera à peu près dans les mêmes proportions. On a tout de même des pistes qui sont évoquées pour que les maires aillent mieux, notamment la meilleure protection des élus, une simplification administrative, un soutien psychologique aussi, ou une revalorisation du statut avec une augmentation de leur indemnité. Est-ce que c'est des réponses à la hauteur du malaise et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt leur donner plus de budget pour plus de pouvoir ? Je dirais que c'est nécessaire mais pas suffisant. Cette réforme du statut de l'élu, elle est maintenant actée, elle a été votée en fin d'année dernière définitivement, donc ça passe par l'augmentation des indemnités des élus. La loi sur le statut de l'élu prévoit aussi des gratifications qui peuvent paraître symboliques mais que les associations de maires réclamaient comme une bonification pour la retraite, en fait, que ça compte pour votre retraite, que cet engagement soit récompensé, pris en compte. Il y a aussi tout ce qui a trait à la féminisation du mandat, c'est-à-dire que jusqu'à cette loi, on prenait pas du tout en compte les histoires de congé maternité, c'est-à-dire qu'une mère qui voulait à la fois faire un enfant pendant son mandat et être mère, c'était juste pas possible. Or, on est en 2026, à un moment donné, c'est normal, quoi. Donc, ce statut de l'élu, il va dans le bon sens. Les maires le réclamaient, ils en sont satisfaits. Néanmoins, c'était nécessaire, mais c'est pas suffisant. Un mieux-être des maires, ça passe aussi par un desserrement de l'étau budgétaire, mais ça dépend des politiques nationales et des choix politiques au niveau national dans un cadre financier qui est extrêmement contraint aujourd'hui. Ça passe sans doute par une écoute. Les maires sont des capteurs, en fait. On les a écoutés un petit peu en 2018-2019. Emmanuel Macron s'est rendu au Salon des maires plusieurs fois. Et puis après, les priorités sont devenues un peu autres et les maires sont revenus un petit peu en second rideau. Donc, je pense que l'écoute, la prise en compte par le pouvoir central, ce serait un signe fort d'un changement de doctrine. Ouais, il y a une prise de conscience. Par exemple, le préfet du Nord, très régulièrement, réunit une quinzaine de maires sur un territoire. Et il dit aux maires, allez-y, c'est quoi votre problème ? C'est quoi vos préoccupations aujourd'hui ? Et il les écoute et il essaie de trouver des solutions. Donc, effectivement, tout ça est connu, documenté, médiatisé, en tout cas ce malaise. Donc je crois quand même qu'il y a une prise de conscience certaine. Après, est-ce qu'elle est suffisante ? Je ne sais pas, mais en tout cas, toutes ces voix qui se font entendre ont quand même parfois une réception. Un grand merci à vous trois pour vos explications. C'est la fin de notre épisode. Vous pouvez retrouver tous nos contenus liés aux élections municipales sur notre site internet et nous en reparlerons ici aussi avant le premier tour de l'élection le 15 mars, notamment pour parler de ce mandat si particulier sous Covid et du paysage politique transformé dans notre région ces dernières années. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à vous abonner à Hors-Texte sur votre plateforme d'écoute. Hors-Texte, c'est le podcast d'actualité de La Voix du Nord à retrouver tous les jeudis.